comment la société peut répondre à mes besoins essentiels. Si vous partez de ces besoins, vous avez un besoin, c'est le cas de le dire, d'un haut niveau démocratique, puisque pour définir ces besoins, il faut qu'on ait de grands débats et des débats permanents et que ces questions puissent être tranchées collectivement. Ça, c'est quand même très important de le dire. Donc ça suppose ce haut niveau de démocratie et ça suppose également qu'on mette l'appareil productif au service de ses besoins et non pas l'inverse. C'est-à-dire nos besoins au service de l'appareil productif. Ce qui est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le système capitaliste. Parce que le capitalisme, pour s'accroître, il a évidemment les salaires, donc ça il y va, et puis ensuite, il lui faut bien d'autres leviers pour pouvoir accroître la rente du capital, c'est-à-dire les profits, et pour le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il vous crée des désirs qui sont des désirs qu'il construit pour que vous puissiez continuer à alimenter la machine. Donc c'est ça que le service public, que la logique besoin, service public pour y répondre, peut en fait entamer, profondément entamer. Et je pense qu'on a d'ailleurs des points d'appui de ce point de vue, puisque à chaque fois que le lucratif, le secteur lucratif, s'occupe d'un territoire, d'un espace, de quelque chose qui a à voir avec nos besoins essentiels, on se rend compte que c'est une catastrophe. Les EHPAD, bon, le scandale Orpea est là pour nous dire que c'est une catastrophe. Récemment, vous avez vu peut-être le prix du berceau pour les crèches. C'est même topo. C'est-à-dire que même topo, ce sont des bébés qu'on retrouve avec, comme il faut faire des marges, avec moins de couches, avec des repas qui sautent, en état de maltraitance, avec des personnels qui ne sont pas formés, parce que l'objectif n'est pas d'apporter une réponse à un besoin, l'objectif est d'être dans un secteur qui dégage des bénéfices et des profits. Donc à partir de là, forcément, la réponse aux besoins essentiels, puisqu'il faut de la rentabilité et générer du profit, vous aboutissez à des situations qui sont littéralement inhumaines. Et donc qui de mieux, quelque part, que le service public pour faire le service public du 4e âge, pour faire le service public de la petite enfance, pour que ça marche correctement, que ça réponde aux besoins et qu'on ne soit pas dans des tragédies d'inhumanité. Donc ce besoin de service public, il me paraît tout à fait fondamental et non seulement il faut qu'on arrive à consolider ce qui existe, faire en sorte que nos hôpitaux tiennent debout, se développent, qu'il y en ait partout, que les écoles, pareil, soient debout partout, que nos transports se développent, surtout au moment où on a le réchauffement climatique. Je veux dire, la question des transports, la SNCF est en train de nous perdre, hein, alors qu'il faudrait développer le ferroviaire et qu'il soit davantage attractif. Si quand vous avez une famille, moi c'est mon cas, j'ai une famille nombreuse, quand je pars en vacances, je ne peux pas prendre le train. Je veux dire, on est 6, c'est pas possible en fait. On a une grande voiture, on prend la voiture parce que c'est délirant de prendre le train. C'est au-delà de pas compétitif, c'est juste inaccessible. Donc il y a quelque chose qui ne tourne évidemment pas rond. Et le fait que l'avion puisse être parfois moins cher que de prendre le train, on se dit vraiment, on marche sur la tête, quoi. Vraiment marche sur la tête. Donc il faudrait là aussi une logique de service public. Et ça, presque, j'ai envie de vous dire, c'est les espaces les plus évidents sur lesquels on se bat pour le service public. Mais je pense que le moment est venu aussi de réfléchir à de nouveaux services publics auxquels on n'a pas pensé. J'ai dit 4e âge, petite enfance, mais je vais prendre, un exemple qui est celui du jour, puisqu'on est allé voir un agriculteur tout à l'heure, dans une ferme qui a été touchée par les intempéries de début novembre, dans la campagne. Et ce qu'il nous a raconté, donne à voir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. L'assurance. L'assurance vient et l'assurance dit non, on ne peut rien. Non, on ne peut rien faire. Alors il a toutes ces serres qui sont complètement ravagées, il en a 6, donc je vous fais pas un dessin sur ce que ça signifie pour lui, mais son assurance ne peut rien. Bon, typiquement, pour ce genre de choses, comment est-il pensable qu'on n'ait pas un système public, assurantiel, qui permette d'avoir des réponses dans ce type de catastrophe pour que notre agriculture bio ne soit pas effondrée dès lors qu'on a un problème de dérèglement climatique qui crée des problèmes en chaîne, la sécheresse, la tempête, etc., etc. Donc il y a plein d'endroits, je pense également au numérique. Le numérique, pourquoi est-ce qu'on décide que tout ça, que tous ces espaces-là, ils sont laissés au privé? Ça se discute quand même, les GAFA. Est-ce qu'il n'y a pas à imaginer un grand service public du numérique? Je ne vais pas faire toute la liste, on le sait, il y a le service public de l'eau, je pense que c'est une thématique qui s'est beaucoup faite, le pôle public de l'énergie, on l'a dit aussi pas mal, mais en fait, il faut étendre le domaine qui est du ressort du bien commun. C'est la logique de bien commun, vous voyez, c'est-à-dire des espaces qui sont non lucratifs et qui servent
nos besoins et sur lequel l'usager, à mon sens, et c'est là où on a aussi à progresser, à ne pas être seulement défensif, c'est-à-dire à mieux penser la place des usagers dans ces espaces-là, parce que les usagers font partie aussi de ceux qui peuvent bien définir comment on va tracer. Moi, je prends un exemple qui me parle chez moi, mais peut-être chez vous c'est pareil. Nous, on va créer des nouvelles lignes de RER, mais comme vous, il pourrait y avoir des lignes de bus ou des lignes de train, savoir comment on les dessine. Bon, demander aux usagers, mettre en discussion ces histoires-là avec ceux qui concrètement vont les prendre, c'est pas du tout absurde pour dessiner des tracés. Pas du tout absurde. Donc les usagers, il faut les mettre dans le coup. Et les salariés du service public, il faut aussi arrêter de leur importer le New Public Management. Je ne sais pas s'il y a des agents du service public ici, dans cette salle, à qui ça risque de parler. Alors, le New Public Management, c'est la logique, vous voyez, de la T2A. C'est-à-dire qu'au lieu de faire son métier, on passe son temps à être soumis à remplir des formulaires, mais c'est vrai dans l'hôpital avec la T2A, mais je rencontrais l'autre jour un service de psy, une unité de psy pour adolescents, et en fait, au lieu d'être devant les adolescents à régler leurs problèmes, à discuter avec eux, ils sont devant des fiches où il faut sans cesse qu'ils évaluent, en plus des trucs très compliqués à évaluer, parce que vous voyez, c'est que c'est pas toujours évident quand vous êtes psy de remplir des caisses pour savoir exactement où en est, enfin d'évaluer la rentabilité de votre activité quand vous avez passé 1 heure avec un jeune. Est-ce que vous êtes capable d'évaluer si cette heure a été absolument rentable, moins rentable? Enfin, on arrive à des trucs qui sont fous. Et donc vous avez des gens qui, en ce moment, dans le service public, sont malheureux d'abord parce qu'ils n'ont plus suffisamment de moyens pour faire leur travail correctement, d'où les burn-out, d'où ceux qui démissionnent, d'où le fait qu'on n'arrive plus à trouver tous les agents dont on a besoin, même quand, en particulier à l'hôpital, c'est une des situations les plus flagrantes, mais tu en parlais pour les inspecteurs du travail, et en fait ça génère dans beaucoup d'endroits chez les profs de maths, il n'y en a plus, enfin il y en a plein, même maintenant les profs de français, les profs d'histoire, ça commence à être limite. Donc s'il y a un problème, on parle souvent de l'attractivité, mais pour que ce soit attractif, d'abord il faut payer correctement les gens. Je suis fascinée de voir Bruno Le Maire sur tous les plateaux faire la leçon aux grandes entreprises. Vous avez vu, ah mais non, mais il faut que les grandes entreprises augmentent les salariés. Comme il n'est pas capable d'augmenter le SMIC, il quémande. Il va bientôt faire sans doute un numéro vert pour que les patrons appellent pour savoir combien ils doivent augmenter leurs salariés. Et donc, il demande, il dit, vu la crise, etc., il faut que les patrons augmentent les salariés. Mais il y a un patron pour l'État. L'État est patron, il y a 5 à 7 millions d'agents du service public. Qu'est-ce qu'on attend pour dégeler sérieusement le point d'indice et pour faire en sorte que ces agents soient payés correctement, ce qui est évidemment une des clés de l'attractivité. Mais il y a à mon avis 2 clés dans l'attractivité des agents du service public. Il y a cette question de la rémunération et la question des conditions de travail. Et pour ces conditions de travail, il faut sortir de ce New Public Management, c'est-à-dire l'importation des méthodes du privé qui sont totalement dysfonctionnelles et qui rendent les agents absolument bras-de-zinc bras-de-zinc, je ne sais pas si on peut dire, mais c'est un peu ça, qui rend un peu fou les agents du service public parce qu'ils font des missions qui ne sont absolument pas leur mission. Enfin, deux derniers points, je vais aller après à ma conclusion, un petit point sur le fait que quand on parle service public, c'est une question politique qui permet de fédérer des territoires qu'on veut absolument nous faire diviser, notamment l'extrême droite. Et je pense aux banlieues populaires, moi je suis élue de Seine-Saint-Denis, et aux territoires ruraux, comme ici, tu disais qu'on avait des problématiques assez similaires. Et donc au lieu de réfléchir en termes de choses qui peuvent opposer, c'est-à-dire comme si on n'avait pas les mêmes problèmes, hein. Nous on doit s'occuper des violences policières et vous de l'agriculture. Je pense qu'on peut s'occuper de lutter contre les violences policières et s'occuper, ça intéresse toute la société, et s'occuper d'agriculture. Mais je crois qu'il y a une thématique extrêmement fédératrice, c'est ces services publics. Parce que ces services publics, en banlieue populaire, comme ici, comme à Guingamp, si j'ose dire, eh bien, en fait, on en a tout autant besoin. On a besoin d'un hôpital digne de ce nom, on a besoin des écoles qui fonctionnent, on a besoin de trains qui arrivent à l'heure, on a besoin de plus de trains d'ailleurs, on a besoin, d'accueil pour la petite enfance, d'EHPAD, et j'en passe. Et donc ça, c'est absolument fédérateur, et c'est pourquoi je pense que cette question des services publics, elle est celle qui peut lutter contre le sentiment de déclassement qui est au fondement de l'extrême droite qui perce dans nos territoires. C'est ce sentiment de déclassement. Et on se sent déclassement. On se dit c'était
c'était mieux avant, parce qu'avant, il y avait la gare, avant, il y avait la poste, avant, il y avait le sentiment que l'école, elle permettait de s'inclure, avant, il y avait l'hôpital pas très loin de chez soi. Et bien tout cela disparaît progressivement. Et bien donc, vous avez le sentiment d'être déclassé, vous dites c'était mieux avant. Et nous, il ne faut pas qu'on dise c'était mieux avant, c'est pas ça notre discours. C'est ce sera mieux demain. Mais ce sera mieux demain parce qu'il y aura plus et mieux de services publics et dans toute une série de domaines. Et c'est pourquoi je pense que c'est une question absolument clé. Et je termine sur le financement, parce que c'est ça le sujet. C'est quand vous parlez des services publics, vous tirez le fil, il y a ce que je vous disais sur l'égalité entre les territoires, mais il y en a un autre qui est très intéressant, qui est celui de la fiscalité. Parce qu'à partir du moment où vous dites, bon, il y a les besoins, il faut adapter l'appareil productif, donc qui finance? Et là, vous rentrez dans un débat sur la fiscalité. Nous, on s'est trouvé l'argent, hein. Les milliards, alors franchement, on en a, mais les caisses et les wagons. Hein. L'évasion fiscale, 8 milliards, l'impôt sur la fortune, 3 milliards, le CICE qu'ils avaient fait avant, c'était 20 milliards par an. Les niches fiscales, alors là, mais n'en jetez plus. Hein. Taxe sur le capital, il suffit de faire 3 fois rien pour faire tomber les milliards. Donc, nous, on sait trouver de l'argent. On sait où est-ce qu'il faut mettre de l'argent. Mais cet argent, il ne faut pas qu'il aille aux grandes entreprises, comme c'est le cas depuis 20 ans, depuis même plus que ça. Je vous recommande, si vous ne l'avez pas lu, un livre très pointu d'Anne-Laure Delatte, qui a écrit L'État dans le mur. Et ce livre démontre précisément comment, depuis les années, je ne vais pas vous refaire tout, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais pour vous dire en grande masse, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, oui, il y a plus d'impôts, globalement, il y a plus d'impôts, c'est-à-dire qu'on prend plus d'impôts proportionnellement au PIB. Le truc, c'est qu'en fait, ceux qui supportent ces hausses d'impôts, ce sont les ménages, et non pas les grandes entreprises. Et donc, il y a plus d'impôts qui est prélevé aux classes moyennes, hein, globalement, c'est elles qui prennent le plus, mais vraiment beaucoup, beaucoup plus, alors que les entreprises, par le biais des niches, par le biais des exonérations de ci, de là, je ne vais pas vous faire tout le détail, les heures sup, on ne paie plus de cotisations, les machins. Eh bien, en fait, les grandes entreprises, elles payent moins, avec une inégalité que vous connaissez, hein, c'est que plus on a une petite entreprise, moins on est... plus on est taxé. Plus elle est grande, moins on est taxé. Ça, c'est quand même des chiffres. Celui-là, je vais quand même vous le donner parce que à chaque fois que je relis, je tombe littéralement de ma chaise. Donc là, sur mon truc, il est tombé. Ah, pardon. Comme il est tombé, mais c'est vrai que c'est en tout cas un ordre de grandeur que je trouve toujours extrêmement essentiel d'avoir dans la tête, mais comme j'ai mis les trucs à l'envers, il est là, dans l'autre sens. Voilà. Hein? Non, mais c'est... Je ne veux pas vous assommer de chiffres, parce qu'il y en a un paquet qui sont... Mais les taux d'imposition entre les entreprises, vous allez voir comme on a de la marge. Pour les grandes entreprises, c'est 8%. Pour les PME, c'est 22%. Et pour les TPE, c'est 28%. Donc vous voyez bien quelque chose qui tombe absolument pas rond. Plus vous êtes petit, plus vous payez d'impôts. À cause des niches et tout le bazar, hein, l'optimisation... Bon, donc ça, typiquement, ça ne va pas. Donc, plus les 14 tranches que nous, on veut créer, qui permet, là on en a 4, si vous en créez 14, vous avez évidemment quelque chose de plus évolutif et qui permet aussi de mieux pondérer. Mais les gens, si ils payent plus d'impôts, comme c'est le cas les ménages, mais que les services publics vont de moins en moins bien, comment voulez-vous que les gens ne soient pas hyper en colère et n'aient plus envie de payer des impôts? Je veux dire, faut pas, c'est logique en fait. Donc, réhabiliter l'impôt, ça passe par arrêter de donner un fonds perdu à des grands groupes qui font des profits, qui n'ont aucun respect pour des normes sociales minimales, pour les normes environnementales. Il n'y a aucun critère. On donne à perte, absolument à perte. Les crédits impôts recherche, les cibles là, etc., à perte. Et pendant ce temps-là, ceux qui payent, c'est la majorité de la population et qui n'a pas l'impression d'en avoir pour son argent, puisque tous les biens communs sont en train de se détériorer. Et donc c'est pourquoi je dis que cette question des services publics est une question qui, à mon sens, doit devenir au cœur de notre projet politique, parce qu'il tire des fils essentiels qui permettent de recoudre et de faire de la solidarité, notamment entre des populations que l'extrême droite veut diviser, mais aussi de redonner du sens à l'impôt, de redonner du sens au bien commun et de dire au fond ce qu'est notre logique globale qui permet d'avoir des incursions dans la propriété privée et de dire qu'on ne peut pas simplement augmenter les salaires individuellement, mais attribuer dès le départ des choses de façon universelle pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est quand même la logique
qui est celle que nous défendons avec l'humain d'abord, avec le partage des richesses, avec le partage des pouvoirs, avec le partage des savoirs et aussi le partage des temps de la vie, parce que tout ce qu'on va réfléchir autour des services publics, ça va permettre de dessiner une société qui nous permet tout simplement de vivre mieux. Merci beaucoup, Clémentine. Voilà, donc, ce qu'il faut retenir entre autres, c'est que je crois que vraiment un autre service public est possible, c'est certain, et qu'il faut le faire ensemble. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'il y ait des collectifs, parce que sans ces luttes, sans ces collectifs, on n'aurait pas ce lien. Et maintenant, il va falloir agréger les collectifs et surtout refaire de la politique. Il faut il faut s'engager dans les collectifs comme ça. C'est pas politique, hein, soi-disant, mais en fait, si, c'est très politique. Donc, faites de la politique. Merci. Alors, je sais qu'il y a le collectif, justement, un autre collectif, le collectif du Collège de Corlay, mais je ne vous vois pas, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Si vous pouvez venir, vous venez ou on vous monte un micro, comme vous voulez. On peut monter un micro, parce que je tiens quand même à ce que vous vous exprimiez sur ce qui se passe pour le Collège de Corlay, surtout que je sais que vous êtes en mobilisation ce week-end. On ne vous voit pas, nous. Parce que, Merci et bonsoir à tous. On vient effectivement ce soir assise de Corlay et des communes environnantes parce que depuis plusieurs mois, on est en résistance contre une décision du conseil départemental de fermeture du collège qui a été d'abord annoncé au maire et ensuite à certains parents d'élèves sans aucune discussion préalable. Je dis bien sans aucune discussion préalable. Et donc, quand ça a été annoncé le 23 mai dernier, c'est un peu dur d'entendre ça en disant votre collège va être fermé en juin 2024. Et j'ai entendu ce que tu as dit, Yves, tout à l'heure, et je vais y revenir. Et à partir de ça, on s'est retrouvés tous réunis au niveau du secteur, toute sensibilité politique à l'échelon du territoire, c'est de dire, quand on prend une telle décision aussi brutale, en démocratie, on doit d'abord commencer par se parler. Et ensuite, il faut d'abord qu'on comprenne les raisons qui nous amènent à ça. Et donc, on a travaillé le dossier point par point, et on s'est dit, puisque c'est la compétence du département, on a regardé le côté bâtimentaire. Un bâtiment qui fonctionne bien, d'ailleurs on a été récompensé ces dernières semaines avec un chèque de 750 € pour l'économie d'énergie. Il y a de la place, les conditions de travail sont bonnes, et quand on a abordé la question du bâtimentaire, on nous a dit, mais dans un petit collège de 70 élèves, dans le fin fond de la campagne, les enfants ne peuvent pas s'épanouir. On a regardé les résultats année après année, et pour l'année qui vient de s'écouler, on a été dans les meilleurs résultats du département. Est-ce qu'on peut avoir plus de 100% d'élèves qui ont été reçus au diplôme au DNB? Je ne sais pas. Donc on s'est dit, les résultats sont très bons. On a des professeurs qui sont motivés. On a des parents d'élèves motivés. Mais on nous a dit, demain, si vous voulez, on va vous construire un collège neuf dans le canton voisin, et puis on va rassembler tout ça. Mais avant de commencer à parler de construction, on propose d'envoyer les enfants des collèges de Corlay et de Saint-Nicolas dans une zone, j'allais dire une zone qui va devenir une zone industrielle de déconstruction et de construction pendant 3 ans. Le permis de construire n'est pas déposé,
Et donc, on va nous faire croire que les parents vont nous motiver pour envoyer leurs élèves d'un chantier sur le bruit des pelleteuses, des marteaux-piqueurs, de l'amiante. Et qu'est-ce qu'on a vu 3 mois après le mois de juin, au mois de septembre? Eh bien, on voit déjà que les choses s'organisent autrement. Les parents font le choix d'envoyer leurs élèves, je ne vais pas dire pour la majorité, pour la quasi-totalité, dans les lycées privés du secteur. Alors ça nous fait doublement mal, parce que les résultats sont bons, parce que les conditions d'accueil sont bonnes et parce que les gens sont motivés. Ce qui nous fait mal aujourd'hui, c'est que dans nos zones rurales, qu'on voudrait nous traiter comme abandonnés, on veut être effectivement respecté, on veut qu'on discute avec nous. Et depuis des mois que nous mobilisons, nous avons, j'allais dire, le soutien de tous. Merci Muriel de nous avoir reçus à l'Assemblée nationale. Merci. Et tu as entraîné avec toi l'ensemble des parlementaires de ce département, dont le dernier il y a 2 jours, à nous soutenir. L'intercommunalité LCBC nous soutient à l'unanimité. Vous avez vu dans la presse que l'Association des maires de France au niveau du département nous soutient. Le Conseil départemental de l'enseignement national réuni, on va me dire, c'est une décision à titre consultatif. 16 voix pour maintenir le collège, 3 voix pour la fermeture. 4 voix pour la fermeture, pardon, je fais comme une grosse erreur, et 3, je vais dire, vote nul. Donc ce qui veut dire qu'on a une totale majorité, on a même, je dois vous livrer une confidence, parce qu'on a un département qui est présidé par la gauche. C'est ça qui nous fait aussi très mal. Si c'était la droite, on dit ma foi, on sait où ils vont, mais la gauche, que la gauche fasse ça. Et là, on a été reçu hier soir pendant 2 heures par le préfet de ce département, par le directeur d'académie et son adjoint, et ils ont repris point par point ce qu'on a dit, et c'est pas banal. On a été entendu. Ça ne veut pas dire que la décision va être je veux dire, la décision qu'on attend. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que nous avons invité tous les conseillers et conseillères de ce département à venir discuter à Corlay et on leur a offert un niveau d'accueil et d'explication. Il y a une seule conseillère de gauche, une seule, qui n'est pas très loin d'ici, qui est venue écouter et, comme elle a compris, et nous soutient. Lundi, et s'abstiendra. Donc ce que nous voulons, ce que nous avons dit hier au préfet, évitez de nous envoyer, évitez qu'on aille au tribunal. On n'a pas envie mardi de saisir le tribunal administratif. Quand on va au tribunal, c'est qu'on a échoué avant. Ça veut dire qu'on veut une société de dialogue. On veut que sur notre territoire, s'il y a un projet, s'il y a des choses à modifier, qu'on les porte ensemble dans le dialogue. On a expliqué ça. On a expliqué ça au préfet hier soir. Et je termine là-dessus. Dimanche et lundi, pendant cette section exceptionnelle, nous allons nous mobiliser devant place de la préfecture à Saint-Brieuc pour expliquer ce que nous vivons. Parce que nous savons qu'il y a 6 collèges qui sont, je vais dire, dans la liste de ceux qu'on va supprimer. Et quand on demande pourquoi on supprime notre collège, la réponse d'un banquier président, c'est parce qu'on est le plus petit. Et quand ce plus petit va être fermé, ce sera l'autre plus petit qu'on va fermer. C'est cette logique infernale qu'il faut arrêter. Donc dimanche, on va se mobiliser place de la Grille, dans la non-violence bien sûr. Il y aura un accueil, on va expliquer, et on reviendra lundi pendant la session à partir de 14h devant le conseil départemental, et on vous invite à venir nous soutenir parce qu'il y a des collèges dans votre secteur qui sont aussi menacés. Et si, ici dans cette salle, il y a des conseillères et des conseillers départementaux, on veut bien prendre un temps de discussion tout à l'heure dans le hall. Il faut absolument qu'on se parle.
C'est pas de, vous n'avez pas à voter pas pour une consigne de vote. Vous votez pour, je dis, une décision qui est impactante. Donc merci de nous donner la parole et vraiment, on a envie de réussir ce combat, mais ce combat dans le dialogue, mais pas devant un tribunal. Merci. Merci René. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou des questions tout simplement dans la salle? N'hésitez pas. Ah oui, alors, Philippe là va intervenir, monsieur là aussi, d'accord. Oui, moi je trouve que ce débat est nécessaire, comme l'a dit Clémentine, et je crois effectivement qu'on a la clé là pour avancer. Et la clé pour avancer, c'est aussi de savoir tirer le bilan des privatisations dans ce pays, qui date d'un certain nombre d'années, pour mieux mesurer les conséquences, parce que lorsqu'on privatise un service public, au départ, il n'y a pas de conséquences. Mais 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans après, on aperçoit le désastre. Et quand on aperçoit le désastre, il faut revenir aux sources. Et je dis ça parce que j'étais salarié d'Orange, anciennement France Télécom. Je vais vous en parler en quelques mots. Lorsque nous travaillions à France Télécom, il y en avait quelques-uns dans la salle, lorsqu'il y avait une panne chez un abonné, il fallait réparer l'abonné sous 48 heures. Vous m'avez bien entendu? 48 heures, sous peine de sanction. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et il y avait, parce que tout à l'heure, on a parlé de recettes. Alors je rappelle quand même que France Télécom a été privatisée en 1997 sous le gouvernement Jospin. Et la gauche qui venait d'arriver au pouvoir a appliqué la loi de M. Fillon de privatisation de France Télécom. Mais avant, personne ne le sait dans la salle, il y avait un budget général, il y avait un budget annexe des PTT. Et les recettes liées notamment aux consommations téléphoniques étaient reversées en partie dans le budget général pour faire face à d'autres besoins. Donc je pense que là, on s'est privé de ressources, c'est-à-dire qu'on a vendu les bijoux de famille, ce qui a fait dire à certains « Oh, en 97-2002, l'État, on avait de l'argent de partout. » Mais l'argent de quoi? L'argent des privatisations. Et aujourd'hui, donc on n'a plus ces recettes. Aujourd'hui, c'est l'actionnaire qui bénéficie de ces largesses et de l'argent au niveau d'Orange. Et quand on voit, et on l'a vu avec la tempête, l'état du réseau téléphonique, les poteaux sont par terre, les câbles sont par terre, et nos grands technocrates ont décidé, faut le faire, de mettre de la fibre optique sur les poteaux pourris. Mais dans quel monde vit-on? Il faut changer effectivement tout ça et reconquérir des services publics. Je crois qu'il ne faut pas se limiter à la défense, mais être très à l'offensive pour la reconquête. Bonsoir. Merci pour cette excellente table ronde. Deux choses. Une actualité du pays sur les EHPAD. Donc, j'apprends dans le journal ce matin que la mutuelle française, qui gère 3 EHPAD dans 3 communes différentes, 3 petits EHPAD qui sont autour de 20-30 pensionnaires dans chacun, va les fermer tous les 3 et regrouper tout ça dans un seul, où il y aura environ 70 personnes âgées. On est encore dans... Alors, l'intitulé de l'article, c'est ça fera des économies d'échelle, et puis ils sont beaucoup mieux soignés, et les personnels seront plus à l'aise. Moi, je suis très surpris, très étonné que des personnes âgées de Cavan, de Tréléverne et de Trédrez se retrouvent tous à Cavan, c'est-à-dire un peu plus éloignés de leur commune d'origine et de leur famille ou de leurs anciens amis.
Bon, c'était donc un appel sur cette question des EHPAD. On supprime des petits pour faire un grand. Bien. Tout autre sujet, mais qui reste dans notre discussion de ce soir. Je vais au conseil communautaire de l'LTC mardi et je vois au niveau de l'ordre du jour défiler des chiffres de millions d'euros pour ceci, pour cela. Et là-dedans, il y a un certain nombre de choses qui sont des subventions au privé. Donc, la collectivité territoriale de Lannion-Trégor Communauté, dans son budget venant de nos impôts, verse des sommes à des entreprises privées avec la meilleure intention du monde, puisque le but de l'LTC, c'est de favoriser l'essor économique du territoire. Mais en attendant, c'est de l'argent public qui va dans le privé, et à côté de ça, notre hôpital public, il est à la peine. Nos écoles, il y a eu des fermetures, il y a eu des fermetures d'écoles sur Lannion. Et des regroupements d'écoles, et encore des choses de prévues dans ce sens, bon, etc. Donc, voilà, des illustrations locales de ce qui ne va pas, qui a déjà été expliqué et dit érudit, et sur lequel je lève aussi l'interrogation. Merci. Sur la question des EHPAD, c'est vrai que l'ARS, l'Agence régionale de santé, essaie de nous convaincre les uns après les autres qu'on a intérêt à avoir des outils plus grands, etc., parce qu'on fera des économies d'échelle. Alors, il y a sans doute des tailles critiques, mais en tout cas, moi, je sais que pour celui de Plouarec, par exemple, qui fait 57 places, il fonctionne très bien. Et pourtant, l'ARS nous dit, vous devriez chercher à fusionner avec un autre. Voilà. Et on sait, puisqu'en fait, aujourd'hui, on a juste constaté que les EHPAD qui avaient grossi, qui avaient accepté cette logique de fusion, en fait, dans l'état actuel, en fait, ils font juste des plus gros déficits. Donc, ça ne sert à rien de ce point de vue-là. Donc, du coup, bon, voilà, la logique, la mutualité, elle pense encore, j'ai d'ailleurs eu des discussions avec son directeur départemental, et le directeur départemental qui s'occupe de la branche vieillesse, pour lui dire, je crois qu'on n'a pas la même vision du service et des EHPAD aujourd'hui. Donc voilà, bon, après c'est ça sa logique. Voilà, c'est pas nécessairement la logique des EHPad publics territoriaux. Les EHPAD gérés par la mutualité ne sont pas des EHPAD publics territoriaux. Oui, en fait, c'est la logique de l'ARS, surtout, de faire ces gros regroupements. C'est pour toutes les structures. Et même Chantal Boulou,